Donc, comme on a dit que c'était une histoire, on va partir sur le premier chapitre qui se déroule au détour d'un café. Donc, on retrouve Lise et Eugène, qui sont deux Scrum Masters confirmés, qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui participent à des communautés de pratique agile. Voilà, ils ont chacun une expérience conséquente et donc ont l'expérience de différentes équipes assez variées qui leur amènent une diversité de points de vue. Et accessoirement, on va également pouvoir retrouver une équipe un petit peu type quelque part qui va rassembler quelqu'un comme Théo, par exemple. C'est un développeur qui a 4-5 ans d'expérience, un peu baba cool, vous voyez, il travaille très bien, mais par contre un peu solitaire. On a Isa qui est un petit peu la première de la classe, il faut que les choses soient très carrées, voilà, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écart par rapport à ce qui est dit, etc. Et puis Eddy, c'est le petit nouveau, c'était le stagiaire là jusqu'au mois dernier, il vient d'être embauché, il rentre dans l'équipe, il est tout jeune, il a plein de choses à apprendre. Bon, il a peut-être besoin d'être un petit peu encadré aussi. On va retrouver Jeff, qui est le tech lead, qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience. Voilà, il est vraiment ancré dans ses compétences et dans ses connaissances. Puis il a une petite tendance à vouloir toujours amener son expertise sur le devant de la scène. Ensuite, on va retrouver Aude, plutôt orientée test et vérification, avec donc parfois se met un petit peu à l'écart de l'équipe, considérant qu'elle est un petit peu différente des développeurs. Et puis on retrouve bien entendu Karl, le product owner, qui lui est un peu foufou, il part dans tous les sens, il a plein d'idées et parfois il faut peut-être recadrer un petit peu pour rester dans quelque chose d'un petit peu plus pertinent. Bon, ben moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que j'ai encore un vrai problème avec le sprint planning. De mon côté aussi, on les trouve un peu laborieux, peu efficaces, ou quelquefois rien que l'idée du sprint planning, ça me donne mal de tête. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on commence par regarder un petit peu les bases. Tout à fait, d'accord. Donc, pour les bases, déjà, pourquoi le sprint planning? C'est quoi l'objectif du sprint planning? C'est de répondre à 3 questions. La première, le pourquoi. Quel est le sens qu'on veut donner à ce sprint? La deuxième, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Ensuite, la troisième question, c'est le comment. Comment on va faire pour réaliser ces éléments? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, si on regarde ce qui est dit dans le guide Scrum, hein, il parle de définir un objectif de sprint qui va répondre au pourquoi. Ensuite, d'établir une liste de fonctionnalités prévisionnelles quelque part qui va répondre un petit peu au quoi. Et finalement, on va se poser la question de définir le plan d'action permettant de réaliser tout ça. Et ça, c'est le comment en fait. Oui. Et il y a une autre notion importante par rapport au sprint planning, c'est la notion d'engagement. Engagement par rapport à quoi? Par rapport à l'objectif du sprint qui va donner le sens et la direction du sprint. Donc, par rapport à cet objectif, l'équipe va faire une prévision de ce qu'elle est capable de faire, mais elle va s'engager sur cet objectif qui est défini en collaboration, et c'est l'équipe Scrum dans son ensemble qui est décisionnaire. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, juste pour revenir un petit peu aux bases, cette cérémonie se déroule au tout début du sprint. C'est vraiment la première cérémonie, c'est ce qui va permettre de lancer les choses. C'est une cérémonie qui est time-boxée dans le guide Scrum à 8 heures pour un sprint d'1 mois maximum, et donc généralement, la cérémonie est plus courte pour les sprints plus courts. Oui, tout à fait. Et puis finalement, peut-être le dernier élément important, qui participe, c'est l'équipe Scrum au complet. Hein. Les développeurs, le Scrum Master, le Product Owner, enfin voilà, l'équipe Scrum, vraiment dans son ensemble. Je pense qu'on est d'accord sur les bases, ça a l'air plutôt pas mal. On rentre dans le vif du sujet? Oui, et ce que je propose, c'est qu'on commence par parler vraiment des problèmes concrets qu'on rencontre dans notre sprint planning. Allez, c'est parti. Donc, deuxième chapitre, l'identification des problèmes. Alors, réfléchissons un petit peu aux problèmes qu'on peut rencontrer. Moi, quand je pense au sprint planning, aux difficultés classiques, déjà, je vois le temps qui est consacré à la présentation des différents éléments. Parfois, c'est extrêmement long, parfois très très court, mais c'est rarement complètement adapté. Et puis, il y a le temps qu'on va consacrer au plan d'action. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, il y a certaines fois où le plan d'action, en fait, on va y passer 10 minutes. Ouais, ça parle. Ensuite, il y a aussi des fois où, en fait, le product owner, il va sortir 50 éléments différents en disant, tiens, on va faire ça, on va faire ça. Mais il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun lien entre ce qui est présenté, ce qui fait que c'est difficile de se projeter finalement sur un objectif ou ce genre de choses. D'ailleurs, ça se traduit souvent par un objectif qui est, faut tout faire. Vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a aussi certaines fois
où les développeurs, ils arrivent et ils ont une participation qui est quand même très symbolique. On voit, ils sont dans leur siège, ils regardent, ils hochent la tête une fois de temps en temps, oui, 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 puis ils vont pas plus loin. Et de temps en temps, c'est aussi lié à des personnes dont l'avis est systématiquement suivi. Une fois qu'il a dit, oh, mais je pense que ouais, ça c'est assez simple, en fait, on pourra le faire très très vite. Oui, 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 très bien. Et puis enfin, j'ai déjà eu aussi des équipes où systématiquement, l'objectif qui était fixé, l'objectif de sprint, à peu près, c'était des sprints de 2 semaines, à peu près au bout d'une semaine, c'était plié. Puis après, pendant une semaine, il n'y avait plus vraiment de ligne directrice, quoi. On allait piocher un peu au hasard dans le product backlog. Bon, il y a un petit problème là-dessus. Ok. Et toi? Alors, moi, quand je pense au problème de sprint planning, moi, je pense à des échanges longs et fastidieux qui n'en finissent pas. On est aux 3/4 de la cérémonie et on n'a quasiment rien fait. On a discuté d'un seul sujet. Et sinon, notre time box n'est jamais tenu. On a la matinée pour le sprint planning et systématiquement, l'après-midi, on déborde et c'est le plan d'action. Ah oui, je vois, oui. Et tu parlais des objectifs. Alors, nous aussi, on a des objectifs multiples. Finalement, notre objectif, c'est résoudre tout ce qui est urgent, ça et ça. Et on a aussi des questions fonctionnelles qui dérivent tout de suite sur la technique. Donc, on ne voit plus très bien le sens derrière tout ça. Oui, tout à fait. Et au niveau voilà, des pratiques qu'on utilise, on utilise le planning poker. Donc, on fait des estimations en équipe. Mais en fait, quand il y a quelqu'un qui propose 3, l'autre 5, l'autre 8, en fait, c'est toujours la même personne qui dit bon, allez, on part sur 5. Et en fait, on n'en discute pas. Et sinon, au niveau du plan d'action, c'est toujours la même chose. Développement, test, ça ne va pas plus loin. C'est vrai. Au niveau de la réflexion. Quand tu parlais des objectifs atteints à mi-sprint, moi, ce qui m'arrive, c'est des objectifs jamais atteints. Ça arrive assez souvent. Et sinon, il y a des éléments qu'on commence, mais qui ne sont jamais terminés. Voire des éléments qu'on voit de sprint en sprint, qui sont déplacés de sprint en sprint. Oui, j'ai déjà vu ça aussi, effectivement. Bon, alors si on essaye de rassembler un petit peu peut-être tous les problèmes là, sur le temps qu'on consacre aux différentes phases, etc. En gros, c'est des problèmes de timebox. On n'arrive pas à timeboxer correctement. Et pour les problèmes d'objectifs multiples, sans cohérence, pour moi, c'est un manque de sens, globalement. Oui, ça se tient, effectivement. Quand on parle de participation symbolique, voilà, du fait de toujours suivre l'avis d'un tel ou un tel, du plan d'action qui est très standardisé, on ne se pose plus de questions. Pour moi, il y a un manque d'implication générale de la part de l'équipe. Et pour tout ce qui est des objectifs qu'on n'a jamais atteints, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière un problème de planification, de plan simplement inadapté? Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on a notre plan, on peut y aller? Ok, c'est parti. Et donc, on arrive à notre 3e chapitre qui va être l'identification des axes d'amélioration. Alors, si on reprend point par point, si on commence par le thème du time box, pourquoi, pour toi, les causes de ces problèmes, ça vient d'où? Alors déjà, la première chose, c'est que probablement, on ne donne peut-être pas assez de temps dans ces cérémonies. Voilà, quand on est sur une cérémonie d'1 heure, c'est un petit peu juste pour un sprint de 3 semaines de le gérer correctement. Et puis, le temps qu'on a, finalement, on ne le gère pas très, très bien non plus. Ensuite, ce que j'ai vu aussi, souvent, c'est le product owner qui arrive et il passe du temps à se dire, OK, qu'est-ce que je vais prioriser? Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Tiens, peut-être celle-là, celle-là. Il pioche un peu au hasard dans son backlog et ça montre qu'en fait, il n'est pas prêt. Ouais. Et le dernier point, c'est que l'équipe, parfois, elle découvre les éléments en sprint planning. Le product owner, il arrive, il leur sort des trucs. Il n'y a que des trucs nouveaux, ils ne les ont jamais vus, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et ça aussi, ça prend du temps pour que la réflexion se fasse, etc. Et c'est probablement moins productif aussi. D'accord, ça me parle tout ce que tu me dis. Alors, moi, la première chose qui me vient à l'esprit par rapport au temps éventuellement trop court, c'est tout simplement de se recaler par rapport au standard. Donc, que dit le Scrum? 8 heures pour un sprint d'un mois. Donc, recalez-vous par rapport à ça, par rapport à votre durée du sprint. On peut compter à peu près 2 heures par semaine de sprint. Donc, ça peut être un point de départ déjà de se recaler là-dessus. Le deuxième point, c'est par rapport à la maîtrise du temps. Donc, important de préparer l'agenda de votre sprint planning et de définir des time box de chaque étape de votre sprint planning. Et forcez-vous de tenir ces time box pendant la réunion. Et n'oubliez pas de planifier les pauses. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter avec une équipe. Quelquefois, il ne suffit de pas grand-chose, peut-être une pause de plus dans la matinée pour que la réunion soit plus dynamique, que les personnes soient plus concentrées. Et pensez bien à planifier à la fin de la réunion le ROTI qui permet d'avoir un retour sur comment les personnes ont vécu la réunion. Et n'oubliez pas de planifier ce ROTI dans l'agenda. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser, il
Et un petit truc moi, que j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est l'introduction d'un rôle qu'on va appeler le gardien du temps. En fait, c'est un membre de l'équipe, comme ça, on va lui proposer, on va proposer à l'équipe de trouver quelqu'un parmi, qui va prendre le rôle du gardien du temps et donc qui va annoncer régulièrement, attention, voilà, il reste tant de temps avant la fin, tant de temps, etc. Et puis, si jamais on dépasse, il va pouvoir aussi signaler le dépassement et rappeler que ça fait déjà 5 minutes ou 10 minutes qu'on a dépassé. C'est assez efficace parce que ça permet de réengager l'équipe et en même temps de se donner, de prendre conscience du temps qui passe. Un autre élément aussi que j'avais pu essayer d'ailleurs, j'y pense là comme ça, c'est de faire un timebox par user story. On s'était dit, comme il y avait toujours des discussions très très longues, on s'était dit, OK, on se cale sur 10 minutes par user story. Alors, c'est pas à faire tout le temps, hein, mais une fois de temps en temps, comme ça, quand on voit qu'il y a des grosses dérives, ça va permettre de recadrer un petit peu et puis d'identifier finalement quand il y a vraiment des sujets importants, on peut prendre plus, mais en tout cas, ça permet de cadencer. Tout à fait. Donc, le time box, c'est important pendant la réunion pour s'aider à gérer le temps, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi passer du temps en amont du sprint planning pour préparer les choses, pour prendre le temps d'analyser les choses de deux points de vue, d'un point de vue fonctionnel, bien sûr, mais aussi d'un point de vue technique, pour que l'équipe ne soit pas prise au dépourvu pendant le sprint planning. D'ailleurs, une petite boîte à outils qui peut servir pour ça, ça va être entre les sprint planning, finalement, d'introduire 2 temps différents. Un premier temps où le product owner va présenter les éléments, donc un backlog refinement, où le product owner vient présenter les éléments fonctionnels à l'équipe, de manière à ce que l'équipe puisse poser ses questions, se l'approprier, etc. Et puis un deuxième temps où l'équipe va avoir vraiment un temps dédié pour réfléchir à comment elle pourrait faire pour réaliser les éléments. Ça lui permet d'anticiper sur le sprint planning et finalement de se poser les questions en amont, d'arriver en sprint planning avec un maximum de questions qui ont déjà été répondues. Et donc d'ailleurs, un peu en lien avec ça, ce temps pendant le sprint pour réfléchir à l'analyse, vous pouvez le ritualiser pour éviter d'avoir la complexité de devoir planifier des choses explicitement. Vous savez que vous avez, par exemple, un backlog refinement, je ne sais pas, le jeudi matin de 10 à 12, donc durée fixe, date fixe, et comme ça, vous savez que vous avez fait ce temps qui est prévu dans votre calendrier pour travailler sur cette activité. Effectivement. Et enfin, dernier élément, dernier axe d'amélioration, si vous pensez qu'il y a des éléments qui ne sont jamais prêts en début de sprint planning, eh bien, ça peut être le moment de se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de définir une DOR, Definition of Ready, qui permet à tout le monde de s'aligner sur ce qu'on appelle un élément qu'on s'attend à être prêt à l'entrée de la réunion. Comme ça, tout le monde arrive un peu plus serein au début de la cérémonie. Effectivement, écoute, c'est plein de bonnes idées là. Ça me permet de phosphorer un petit peu, c'est super. Maintenant, si on passe au deuxième point, qui était le manque de sens, du coup, qu'est-ce que tu en penses? D'où ça peut venir, ça? Alors, le premier point que je vois, c'est que finalement, les discussions, elles ne sont pas assez orientées produits. On manque de vision, quelque chose de plus large que juste notre liste de user story. Le deuxième point, c'est que finalement, on n'a pas vraiment d'objectif de sprint. Comme je te disais, c'est une liste d'éléments disparates. Et on a aussi, par rapport à ce manque de sens, les dérives continuelles techniques. Je pense à Jeff, à chaque fois qu'on parle d'un sujet fonctionnel, il dérive tout de suite sur la technique, donc ce qui empêche finalement d'avoir une véritable discussion sur le besoin derrière. Et aussi, on a aussi notre PO qui peut être quelquefois avoir des difficultés à exprimer les besoins avec les utilisateurs. Ouais, ça me parle bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce genre de situation, effectivement. Mais enfin, moi, la première chose, si on n'arrive pas à avoir du sens, s'il y a un manque de vision, en fait, le premier élément, c'est peut-être justement de redonner du sens en construisant cette vision si elle n'existe pas. Donc, la construction de cette vision, elle se fait de façon collective par le product owner, évidemment, mais en incluant l'équipe et toutes les parties prenantes. Les représentants des utilisateurs ou les utilisateurs eux-mêmes, si c'est possible, les métiers, tous ceux qui vont être impliqués, en tout cas, et qui ont une pertinence là-dedans. Et surtout, une fois que cette vision elle a été définie, il faut la partager avec tous ceux qui ont participé, mais même peut-être plus largement. Oui. Alors, il y a un petit outil justement qui peut être utilisé pour ça, pour aider vraiment à concrétiser cette vision, à la coucher sur papier. C'est la Product Vision Box. Vous prenez une boîte, typiquement une boîte de céréales, vous allez y mettre des feuilles A4 sur les côtés. Et pendant un atelier collaboratif, vous allez écrire votre vision sur cette boîte. Donc, d'un côté, ça peut être la baseline, le slogan, les fonctions différenciantes de votre produit, les arguments de vente. De l'autre côté, la cible, les fonctionnalités importantes, les prérequis, etc. Donc, c'est un atelier collaboratif du product owner avec d'autres personnes impliquées sur la vision qu'on peut faire régulièrement, justement, pour aider à construire cette vision.
Effectivement, très très bon outil, effectivement. Peut-être une autre idée que je peux t'amener, ça va être d'aller vers une proposition d'objectif produit qui soit proposée par le product owner. Objectif de sprint. Objectif, pardon, de sprint, qui soit proposé par le product owner en entrant en réunion. C'est-à-dire que ça l'oblige quelque part à avoir réfléchi à ce qu'il aimerait proposer à l'équipe avant, donc d'avoir une cohérence. Bien entendu, ce n'est pas cet objectif initial qui doit être retenu, mais un objectif qui va être défini collectivement, mais peut-être sur la base de ce que le product owner avait déjà imaginé. Ça va permettre, ça devrait permettre en tout cas de faciliter l'arrivée avec quelque chose de plus cohérent au départ. Alors, si vous sentez que le product owner, justement, a du mal à même arriver avec cette proposition d'objectif de sprint, vous pouvez, pendant la cérémonie, poser la question comme ça au product owner et à l'équipe. Si un utilisateur vous demande quelle amélioration significative il peut attendre du sprint, qu'est-ce que vous allez lui répondre en une phrase? Donc, ça va vous forcer à avoir cette orientation utilisateur. Et en plus, le fait de faire ça en une phrase, ça va vous forcer derrière à définir un objectif unique. Effectivement. Très, très, très bonne idée. Tiens, j'ai une autre idée, là, un truc qui me revient. Un truc qui marche bien, finalement, quand tu as une dérive technique qui est systématique, c'est de recadrer. Quand tu vois Jeff qui part sur son délire en disant on est sur du fonctionnel, mais comment on va le faire? Il faudrait faire ça, ça a des problèmes techniques, etc. Recadre en disant que, en fait, la notion du plan d'action, comment on va le faire, ça vient, mais c'est l'étape d'après. Il faut déjà avoir bien travaillé la partie fonctionnelle, qu'on soit certain de ne rien avoir oublié dans le besoin, dans la façon de le réaliser, de le comprendre en tout cas, pardon, et que la partie technique, le plan d'action, intervient par la suite. Et puis peut-être une dernière chose qui peut paraître évidente, mais qui a quand même du sens, c'est de ne pas hésiter, parfois, si le product owner a du mal à exprimer le besoin, à faire du coaching, à l'accompagner dans cette définition, à l'aider dans cette démarche, peut-être par l'intermédiaire d'ateliers collaboratifs, etc. C'est aussi le rôle du facilitateur. Et parfois, peut-être même avec de la formation, du mentoring qui va lui permettre de renforcer ses compétences, ses connaissances, et puis pouvoir accompagner mieux l'équipe vers une approche produit. Alors, il y a un outil collaboratif qui peut être intéressant pour aider aussi le product owner à travailler l'expression de besoin, le backlog. C'est ce qu'on appelle l'example mapping. Donc, un atelier collaboratif qui consiste à prendre les différentes stories que vous allez mettre sur des cartes jaunes et associer les différentes règles sur des cartes bleues et ensuite des exemples sur des cartes vertes. Et donc, l'équipe va venir y mettre des questions qui vont être discutées avec le product owner. Et cet échange va résulter à l'affinage finalement des stories et des exemples. Le product owner peut rajouter des exemples, décomposer une user story en plusieurs, etc. Vous voyez que c'est un atelier qui permet d'impliquer l'équipe pour que l'équipe aide le product owner par un dialogue à clarifier les choses. Et s'il y a des questions qui restent en suspens, ça peut vouloir dire que l'élément n'est peut-être pas prêt à être pris en sprint planning encore. Oui, tout à fait. Un très bon atelier qu'il faut absolument que j'essaye d'ailleurs. Bien, alors on a parlé du timebox, du sens, mais finalement pour l'implication, pour ce thème-là, qu'est-ce que tu verrais comme cause? Alors, pour l'implication, moi je vois Eddy par exemple, il était stagiaire, etc. Mais concrètement, on sent qu'il n'est pas impliqué, mais je pense que c'est parce qu'il ne comprend rien. En fait, il ne comprend pas à quoi sert la cérémonie. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de lui expliquer d'ailleurs, mais ça ne doit pas aider à ce qu'il soit impliqué. Ensuite, il y a Aude, par exemple, elle est rarement impliquée, mais c'est plus parce qu'elle n'a pas l'air de trouver d'intérêt à ce qui se passe. Et elle n'est pas vraiment à l'écoute non plus des échanges, du coup, elle n'y participe pas. Ah oui, ce que j'ai vu aussi, c'est parfois c'est un petit peu électrique entre certains membres de l'équipe. On sent qu'il y a un manque de cohésion, que voilà, l'équipe ne fait pas vraiment corps. Et du coup, ça aussi, ça joue plutôt négativement sur une dynamique positive et puis sur une implication générale. Et puis finalement, voilà, il y a Jeff qui a une assez forte personnalité. Quand il a envie d'imposer son point de vue, ce n'est pas très compliqué. Et ça se ressent tout de suite dans l'implication des autres. Oui, je vois. Ouais, ça parle. Alors, le premier point, tu parlais de l'intérêt pour la cérémonie, qui est mal comprise, qui peut expliquer le problème d'implication. Tout simplement, prenez le temps de rappeler l'objectif de la cérémonie, ne serait-ce qu'au début de la réunion. Le deuxième point, c'est pendant cette cérémonie de favoriser l'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est une écoute justement où on va vraiment faire attention à ce qui se dit pour pouvoir réagir à ce qui se dit au bon moment avec la bonne information
Et donc, du coup, ça implique un certain nombre de choses, de parler distinctement, etc. Et en distanciel, ça pose aussi il y a certaines règles à respecter en distanciel. Par exemple, d'allumer ces caméras, ça permet aussi de mieux communiquer, de mieux ressentir les avis des uns et des autres. Et d'allumer votre micro uniquement sur prise de parole pour éviter justement les bruits parasites qui pourraient distraire pendant la réunion. Effectivement. Et il y a un autre point important, c'est d'éviter les distractions. Couper le chat, le mail, les notifications. Je parlais d'écoute active. Si vous lisez votre SMS pendant que quelqu'un parle, vous n'êtes pas dans l'écoute active. Vous êtes plutôt dans l'écoute passive. Et je parlais des pauses, justement. Les pauses sont faites pour regarder vos mails, éventuellement vos notifications. Et la période entre les pauses doit être une période de grande concentration, justement, où on est vraiment engagé dans la cérémonie. Et enfin, rappelez aussi que chaque avis compte, quoi. Ne laissez pas une personne, finalement, décider pour les autres et encourager chaque personne à exprimer son opinion. D'ailleurs, c'est vrai, hein, mais un truc qui peut être intéressant pour que chacun puisse s'exprimer vraiment, c'est de leur faire prendre conscience finalement qu'il y en a qui s'expriment très fortement et d'autres beaucoup moins. Et pour ça, il peut y avoir la prise en compte la mise en place de l'indicateur du temps de parole. Donc, on va essayer de chronométrer le temps que chacun passe à parler pendant la cérémonie. Et puis, à la fin de la cérémonie, finalement, on va les afficher. Et puis, en rétrospective, on en discutera. Donc, on va se retrouver, par exemple, avec Jeff qui a parlé 2 heures sur les 2h30 et Aude qui a parlé 5 minutes. Normalement, ça devrait faire réfléchir et réagir peut-être et trouver d'autres façons de faire. Après, je temporise un petit peu. Ce n'est pas quelque chose à faire dans la durée. Hein. Ça doit vraiment rester juste sur le moment pour faire prendre conscience des choses. Alors, il y a quelque chose aussi qui peut être intéressant. On parlait de l'implication, de l'esprit d'équipe, créer de la cohésion. Ça peut être d'utiliser des icebreakers au début de la réunion. Ça crée de la cohésion, de l'implication, du focus. Donc, il y a plein d'icebreakers possibles. D'ailleurs, on vous conseille la présentation à Agile Grenoble en fin d'après-midi aujourd'hui de Johnny Blondel. Libérez, dégivrez vos meetings. Alors, quand tu parles d'icebreaker, il y en a un qui me vient en tête en particulier, que j'ai essayé l'autre jour, qui était ultra efficace. C'était le bâton d'hélium. Alors, je ne sais pas si tu le connais. En gros, c'est assez simple. Hein. L'objectif, c'est en équipe de poser le bâton au sol. Ça paraît tout bête. On met 2 règles. Hein. Le bâton doit être tenu sur les doigts. Et puis, on doit maintenir le contact entre le doigt et le bâton. En général, c'est assez amusant ce qui se passe. Mais ça crée une vraie dynamique d'équipe. Ça crée vraiment quelque chose. Et enfin, il y a un dernier point d'amélioration finalement qui sert à impliquer les développeurs qui quelquefois sont finalement pilotés quelquefois par le product owner. C'est important de leur donner le leadership sur la partie de la réunion qui concerne le point d'action. On va définir le comment. Et un petit tip, quelque chose qui peut être intéressant d'essayer, c'est de les faire travailler en sous-groupe un moment pendant la réunion, typiquement en binôme, où ils vont discuter de certaines tâches à réaliser, comment les faire. Ils vont discuter en binôme et après, ils vont partager ensemble. Vous verrez, ça peut aider les personnes à être plus actives et à participer plus pendant cette cérémonie. Tout à fait. Et enfin, il y a aussi quelque chose qui peut être essayé pour finalement faciliter l'implication, c'est les rôles délégués, de faire tourner les rôles. Donc, on peut imaginer en réunion, on parlait du rôle de gardien du temps, mais ça peut être faire tourner le rôle de facilitateur, de gardien du temps. Un autre rôle, aussi, le pouce décision qui va aider l'équipe à prendre des décisions. Il va rappeler l'équipe à sa responsabilité de prendre des décisions. Et vous verrez que ça pourra augmenter l'implication et ça pourra redynamiser la séance. Très, très, très bonne idée que j'essaierai probablement. Si on revient au point de départ, du coup, on avait des problèmes de planification. Qu'est-ce que tu vois comme origine à ces problèmes-là? Alors, le premier problème que je vois, ça serait par rapport à certains éléments, comme certains types de tests ou certains types de docs, quelquefois. À la fin, on pense que tout est fini, on se dit « j'ai oublié la doc ». Ça, c'est typique. Ou alors, quelquefois, mentionner les choses qui sont commencées mais jamais terminées, ça, on en a beaucoup. On peut aussi sentir qu'il y a un déséquilibre des forces pendant la réunion entre le product owner qui essaye d'imposer toujours plus de choses et l'équipe qui essaye qui lui dit oui, plutôt pour faire plaisir au product owner. Et du coup, derrière, il y a la peur de l'échec qui peut jouer, j'ai l'impression, dans l'ouverture pendant la réunion. Effectivement, c'est des choses assez classiques. Je suis d'accord avec toi. Alors,
Bon, la première chose, hein, tu parlais de l'oubli de la doc ou de l'oubli des tests quand on planifie. Mais du coup, est-ce que le niveau de qualité attendu était suffisamment clair au moment du sprint planning? Si ce n'est pas le cas, bah, peut-être on peut retravailler ou travailler, si elle n'existe pas encore, la définition de terminé, la DOD. Parce que l'intérêt de ça, c'est d'afficher clairement quel est le niveau de qualité qu'on attend, quel est le niveau de qualité qu'on espère, et surtout bah, tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Et du coup, en la prenant en compte au moment du sprint planning, eh bien, on réduit le risque, en tout cas, d'oublier des éléments importants dans la planification. Un deuxième axe, pour répondre un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, hein, pour reprendre une phrase classique, il faut arrêter de commencer et peut-être commencer à finir. En faisant ça, finalement, on va faciliter, enfin, on va vraiment terminer des choses, on va éviter que certains éléments se retrouvent systématiquement de sprint en sprint parce qu'on ne les termine jamais, pour plein de raisons. Hein. Et on va peut-être reconcentrer les efforts de l'équipe sur ces éléments qui sont peut-être un petit peu oubliés parfois. Alors justement, la phrase « arrêter de commencer, commence à finir », ça vient un peu de Kanban. Et il y a un outil d'ailleurs lié à Kanban, c'est la limite max sur le nombre d'éléments en cours. Vous pouvez utiliser ça en fait pour forcer l'équipe à se limiter sur le nombre d'éléments. Et vous verrez, ça pourra augmenter l'efficacité. En fait, ça forcera l'équipe à travailler ensemble quand il y a des obstacles. Plutôt que d'essayer de commencer plein de choses en parallèle pour se rassurer, l'équipe vraiment pourra être plus efficace. Effectivement, effectivement. Ah oui, n'oublie pas non plus que dans l'équipe, il doit y avoir un équilibre entre le product owner et les développeurs. Oui. La relation, c'est une relation de confiance et de cohésion. Mais parfois, cet équilibre, il est un petit peu perturbé. On va avoir un product owner qui prend beaucoup de place et qui va imposer en disant « Non, mais vous allez me faire plus que ça quand même pour ce sprint. » Et parfois, c'est l'inverse. C'est l'équipe qui prend beaucoup de place et pour plein de raisons possibles, va dire « Non, mais en fait, non, on ne va pas prendre plus et puis on verra ce qu'on saura faire, mais on ne va pas plus loin. » Et donc, il ne faut pas hésiter, en tant que facilitateur, en tout cas, à recadrer de temps en temps pour essayer de rééquilibrer l'équilibre des forces entre le product owner et les développeurs. Et ça peut aussi passer en particulier par du coaching individuel. Aller voir les uns et les autres, ceux qui se mettent en retrait ou au contraire qui prennent trop de place, et voir avec eux les raisons de ce positionnement et surtout les conséquences que ça peut avoir pour essayer d'influer sur la façon dont les choses se passent. Un quatrième axe d'amélioration qui va peut-être plutôt concerner la dette technique, mais qui est lié quelque part à cet équilibre. Quand vous voyez que les développeurs, ils hésitent en disant là, on a une dette technique, ça va influer sur ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que classiquement, on propose d'intégrer un item au product backlog, peut-être ce qu'on peut faire, c'est leur proposer que cet élément de dette technique soit pris en charge avec les éléments fonctionnels qui sont liés. Alors, ça peut avoir un impact sur la capacité de développement de l'équipe pour le sprint en cours, la réduire. Et du coup, ça doit être absolument négocié avec le product owner. Mais ça permet de rendre visibles les choses et puis de maintenir la responsabilité de l'équipe sur le comment, plutôt que de donner la responsabilité au product owner de définir quand est-ce qu'on va faire le comment. Voilà. Ensuite, un axe d'amélioration encore auquel je peux penser, lorsque on sent une peur un petit peu de l'échec de la part de l'équipe, peut-être il faut aller coacher la hiérarchie ou coacher le product owner sur l'impact que peut avoir une communication qui soit accusatrice. À partir du moment où les personnes c'est souvent lié à des conséquences ou des remarques qui peuvent être faites sur l'échec qui a pu avoir lieu, un échec ou une user story qui n'a pas été terminée, même si d'ailleurs l'objectif de sprint a été rempli, ça va avoir des conséquences sur l'état d'esprit de l'équipe et sa capacité à prendre en charge des éléments. Et donc, bien coacher la hiérarchie et le product owner sur l'impact de cette cérémonie, ça peut vraiment avoir des conséquences positives en montrant que en fait, c'est contre-productif. Encore une idée, ça peut paraître bateau, mais rappeler la capacité de production de l'équipe au début du sprint planning, au moment où l'équipe va se poser la question de sa capacité d'engagement, de manière à ce qu'elle se focalise non pas uniquement sur une sensation, une impression que oui, on doit pouvoir faire, mais aussi sur des faits réels. Attention, parce que pendant le sprint qui vient, il y a 2 personnes de l'équipe qui seront en vacances, par exemple, et du coup, la capacité réelle de production, elle va être réduite, donc il faut bien le prendre en compte.
Et il faut aussi peut-être accompagner l'équipe pour qu'elle se base réellement sur l'expérience passée. Alors, on utilise la vélocité classiquement quand on travaille en points, mais ça peut être aussi sur le nombre d'éléments, etc. En tout cas, bien recentrer sur l'expérience réelle de l'équipe. Et le dernier point que je pourrais aborder, c'est de demander à l'équipe d'avoir un engagement explicite sur ce qu'elle engage. Quand on a un engagement tacite, en fait, moi j'ai souvent vu une équipe qui, bon, au final, oui, on peut faire ça. Et puis en fait, derrière elle, il y avait cette idée que, bon, c'était peut-être compliqué, mais elle ne le disait pas. En demandant un engagement explicite, voire en demandant un niveau de sensibilité sur l'engagement, est-ce que vous êtes très confiant ou très peu confiant, ben, ça permet peut-être aussi d'exprimer des choses et de revoir l'engagement avec une lumière un petit peu différente et un petit peu plus réelle. Bon, bah, moi, ça me rebooste. Là, j'ai plein d'idées à essayer. Je pense qu'il y a moyen que ça marche bien. Oui, avec tes idées aussi, moi, ça me donnait voilà, des points à améliorer de mon côté. Parfait. Et donc, on arrive au 4e chapitre, qui est l'heure du changement. Donc, Lise et Eugène vont retourner dans leurs équipes, travailler en rétrospective les différents points qu'ils ont pu échanger et essayer certains éléments, réessayer, modifier, faire différemment, ajuster, recommencer. Et au final, quelques mois plus tard, moi, je ne sais pas pour toi, mais sprint planning, ça a complètement du tout au tout, quoi. Maintenant, c'est beaucoup plus efficace, ça n'a rien à voir. Moi aussi, je dirais que ça nous a apporté quelque part de la sérénité dans les incréments qu'on va produire. Et voilà, on travaille de façon plus sereine et c'est plus visible pour tout le monde. Tout le monde est content. Et donc, on arrive à l'épilogue de notre histoire. Alors, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est finalement le sprint planning, c'est un moment qui va être révélateur de 2 choses. La première, c'est l'auto-organisation de l'équipe. Et la deuxième, c'est le centrage de l'équipe finalement sur le produit, sur la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Donc, c'est important vraiment de travailler sur ce sprint planning qui soit efficace pour que ces 2 points importants soient bien pris en compte par l'équipe pour que le sprint soit un succès. Tout à fait. Et n'oubliez pas qu'en tant que facilitateur, votre rôle dans cette cérémonie est essentiel. En développant l'approche produit de votre équipe, en fait, vous allez permettre de faire de cette cérémonie, le sprint planning, la clé de voûte du succès de vos sprints. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, on va avoir la séance de questions. Si vous en avez, il reste quelques minutes. Et puis, n'oubliez pas de nous faire part de votre avis, alors pour ceux en présentiel, sur la porte dehors, ou alors par rapport en utilisant le rôti pour ceux qui sont distanciels. Merci. Merci. Alors, pour les questions. Ce serait quoi votre pire sprint planning? Bon, moi, je pense que pour ce qui me concerne, le pire sprint planning que j'ai vu, vraiment par les expériences, c'est un sprint planning où, le product owner n'avait pas préparé son product backlog. Et donc, vraiment, on allait piocher dans les 50 premiers éléments. Il prenait beaucoup de temps pour aller chercher quel élément il allait montrer. En plus, c'était des éléments que l'équipe n'avait jamais vus. Il n'y avait pas eu de projection sur ces éléments et du coup, ça a pris beaucoup de temps pour retravailler les éléments en question. Il n'y avait pas de définition de plan d'action et on était très court. C'est vraiment, c'était un cumul assez conséquent de difficultés qu'on a pu rencontrer. C'était en arrivant sur une mission, donc les choses ont pu évoluer par la suite. On a travaillé avec tous les acteurs sur l'évolution, mais vraiment, la première rencontre, c'était ça. Autre question? Peut-être qu'à distance, il y a des questions aussi, je ne sais pas. Non. Effectivement, j'ai une question. Alors, quel conseil pour le choix de l'engagement en story point ou en durée? Cette tâche prendra 2 jours, par exemple. Alors, moi, personnellement, je vais parler très personnellement, il n'y a pas de règle absolue. J'aime pas beaucoup l'engagement l'évaluation sur une durée.
parce qu'en général, on a des biais cognitifs qui sont liés à la durée et que c'est difficile de passer outre. Donc ça peut arriver que ce soit nécessaire, mais ça va dépendre, à mon sens, du contexte dans lequel on se trouve. Et j'aurais tendance, si l'organisation est mature, si les personnes sont prêtes, plutôt à essayer de partir vers une estimation en point de complexité. Et après, dans un contexte où l'équipe serait vraiment mature et se connaîtrait déjà suffisamment bien, peut-être même complètement abandonner le principe d'estimation. Mais ça va vraiment dépendre du contexte. Après, encore une fois, moi j'ai une petite réticence sur l'estimation en points par les biais que ça implique. En jours, pardon, enfin en temps, par les biais que ça implique, les biais cognitifs. Alors, juste pour rajouter par rapport à la question qui mentionne la notion d'engagement, juste pour préciser que l'engagement porte sur l'objectif de sprint et pas sur les éléments individuels qu'on aurait estimés en jours ou en points. Oui, je parlais des tests d'évaluation, c'est vrai que je n'ai pas réagi sur la notion d'engagement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça peut être des remarques aussi, hein, oui. ou des choses à compléter. Je voulais savoir quand est-ce qu'on définit l'objectif de sprint. C'est genre au début du sprint planning, à la fin quand on a fait tous les items ou au milieu? Alors, si on s'en tient au guide Scrum, il n'y a pas de précision. Il faut que ce soit fait avant la fin. Donc, typiquement, le product owner arrive avec une proposition. Il peut discuter de cette proposition au début de sprint, au début du sprint planning en parlant de ce qu'il envisage pour le sprint. Et cet objectif, on ne va pas forcément le finaliser au début de réunion, on peut le confirmer à la fin. Si par rapport au comment, on a confirmé l'objectif du sprint, ou alors est-ce qu'il faut le revoir? C'est quelque chose qui s'élabore pour qu'il soit fini et que tout le monde soit d'accord sur l'objectif à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'arrive en courant. C'est sport d'être tout seul dans cette salle pour les questions. C'est bon, ma montre enregistre tout mon cardio. Ça me fait des points. À la fin de la journée, ça va être bon. Alors, j'ai une équipe, enfin, je suis dans une équipe de 7 personnes. Et sur ces 7 personnes, donc, il y en a 3 qui ont beaucoup de réunions. Et donc, de faire un sprint de 4 heures, c'est difficile pour eux. Du coup, je fais un sprint de 1 heure. Du coup, il faut aller hyper rapide, donc c'est pas le top. Et est-ce que je pourrais séparer l'équipe en deux, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas trop de réunions, on fait vraiment un vrai sprint planning de 4 heures, et les 3 autres qui ont beaucoup de réunions, on fait une réunion juste pour présenter ce qui s'est dit, en sachant que ces 3 personnes font des tâches toujours les mêmes sur les sprints, sur les différents sprints. Et la peur que j'ai, c'est de mettre ces 3 personnes à l'écart, mais en fait, voilà. Alors, c'est un petit peu délicat de répondre, disons, de façon complète et concrète à la question, parce que sans connaître le contexte réel, c'est difficile. Après, si on fait une réponse de principe, je dirais, il faut se poser la question, est-ce que c'est normal que ces personnes aient autant de réunions par ailleurs, finalement? Est-ce qu'ils sont dans quelle mesure ils sont dans l'équipe et pas un peu à côté? Alors, on disait 4 heures, mais du coup, vous êtes sur des sprints de 2 semaines, j'en déduis. Oui, c'est ça. Et après, est-ce que réduire à 1 heure, c'est pas contre-productif par rapport à l'attente et aux bénéfices qu'on peut tirer d'un vrai sprint planning sur lequel on va discuter fonctionnel, puis établir le plan d'action? Parce que j'imagine, dans 1 heure, vous n'avez pas le temps de tout faire. Probablement que le plan d'action doit passer à la trappe. Et du coup, le plan d'action, vous le faites un petit peu au petit bonheur la chance quand vous pouvez, au fil de l'eau, quoi. Donc après, si ça marche finalement, très bien. Si ça ne marche pas, sans avoir une réponse absolue, peut-être posez-vous les questions. Qu'est-ce qui peut marcher? Comment réorganiser les agendas? Qu'est-ce que vous attendriez de ce moment, etc. Mais bon, difficile de répondre vraiment sans être dans le contexte spécifique. Merci. Je pense que je vais devoir vous faire arrêter là pour les questions. C'est bon. S'il y a encore des questions en ligne, je vous invite à juste prendre 2 minutes sur Remo pour y répondre. Sait-on jamais. Et si vous avez des questions, vous, en présentiel, n'hésitez pas à les solliciter. Vous êtes là toute la journée? Tout à fait. Et ben voilà. Et demain aussi, si jamais. Et demain aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous invite à prendre votre pause et à changer de salle. Un grand bravo. Les rôtis à l'extérieur et en ligne dans le chat pour ceux qui sont en remote.
éteindre les micros, s'il vous plaît. Merci.